Béatrice fit irruption dans la cuisine avec une telle force, que les tasses tremblèrent dans le vaisselier. Dans une main, elle tenait un relevé de compte froissé, et dans l'autre, son téléphone. Son visage était rouge vif, et ses yeux brillaient de colère. « Julien, mon chéri, regarde ça. J'ai trouvé son compte secret. 6 millions. 6. Tu te rends compte ?» Julien s'étrangla avec son thé. Sa tasse heurta brutalement la soucoupe, et le liquide éclaboussa la nappe. « Maman, baisse d'un ton. Sophie est en train de dormir. » « Je m'en fiche de Sophie pour le moment. » La belle-mère jeta violemment le papier sur la table. « Ta petite femme discrète, ta petite journaliste, elle te cache 6 millions. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'ai répété il y a un an ?» Julien tendit la main vers la feuille. Mais sa mère l'en empêcha, la plaquant fermement de la paume. « Où tu mets tes mains? Calme-toi, je vais tout arranger moi-même. Le plus important, c'est de ne lui dire aucun mot, tu as compris? Pas un seul mot. » À cet instant précis, la serrure de la porte d'entrée cliqueta. Nathalie se tenait sur le pas de la porte. Elle avait un sac de la pharmacie, et le manteau de Sophie dans les mains. Derrière sa jambe, dépassait un petit visage d'enfant, rougi par le froid hivernal. « Maman, je veux de la glace. » Nathalie ne répondit pas. Elle regardait sa belle-mère, puis le papier sous sa main, et enfin, la tache brune sur la nappe. Elle avait entendu. Pas tout, certes, mais suffisamment. « Béatrice, qu'avez-vous trouvé là? » La belle-mère tressaillit. Elle froissa immédiatement la feuille, puis la fourra dans la poche de sa robe de chambre. « Je n'ai rien trouvé du tout. Ce sont juste des recettes de cuisine, données par Suzanne du 3e étage. Ça ne te regarde pas. » Des recettes. Nathalie enleva son écharpe, puis l'accrocha au porte-manteau. « Et pourquoi crier à tue-tête, au point de réveiller tout l'immeuble? Ne me parle pas sur ce ton, tu as compris? Je ne suis pas ta copine. » Julien se leva, et s'interposa entre elles, exactement comme il le faisait depuis 3 ans. Les bras écartés, la voix douce. C'était cette même voix, avec laquelle il savait éteindre n'importe quel incendie, à condition de ne pas se brûler lui-même. « Les filles, ça suffit maintenant. Nathalie, s'il te plaît, réchauffe la soupe, j'ai faim. Maman, va t'asseoir dans le salon. » Sa mère poussa un grognement méprisant. Elle passa devant Nathalie, en l'ignorant totalement, comme si elle n'était qu'un simple meuble. Nathalie la suivit des yeux, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir. Ensuite, elle posa son regard sur son mari. « Julien, qu'est-ce que c'était que ça? » « Rien du tout. Ma mère fait des siennes, c'est tout. Tu la connais bien. » « Julien. »« Nathalie, pourquoi tu insistes autant? Laisse-moi manger en paix. Je suis debout depuis 8 heures du matin. » Sophie tirait sur le bord du vêtement de sa mère. « Maman, la glace. » Machinalement, Nathalie ouvrit le congélateur, sortit le bac, et en coupa une part, qu'elle posa devant sa fille. Elle s'assit ensuite en face de son mari, et appuya ses coudes sur la table. « Julien, regarde-moi dans les yeux. De quels 6 millions parlait-elle? » Il détourna le regard. « Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. » « J'ai tout entendu, Julien. Depuis le pas de la porte, j'ai entendu. » « Eh bien, tu as du mal entendre. » Il se leva, prit sa tasse, et se dirigea vers l'évier, lui tournant le dos. C'était là toute sa réponse. Nathalie resta assise, fixant la tache de thé humide sur la nappe. Dans sa tête, tout était devenu calme, et extrêmement clair. Elle connaissait l'existence de ce compte. Bien sûr qu'elle le connaissait. C'était l'argent de son père. Son père était décédé il y a 1 an et demi. Il lui avait laissé tout ce qu'il avait économisé pendant 30 ans de travail acharné à l'usine, son appartement, ainsi que ses économies. Elle avait immédiatement vendu l'appartement. Ensuite, elle avait placé la totalité des fonds sur un compte séparé, ouvert à son propre nom. Et jamais, pas une seule fois, elle n'avait révélé ni à son mari,
ni à sa belle-mère, le montant exact qui s'y trouvait. Et voilà que maintenant, sa belle-mère hurlait dans la cuisine, parlant de ces fameux 6 millions. Comment avait-elle pu le découvrir? Avec douceur, Nathalie prit Sophie dans ses bras, et la porta jusque dans sa chambre. « Maman, tes vêtements piquent. »« C'est juste le froid de dehors, ma puce. » Elle installa sa fille sur le tapis, alluma un dessin animé, et referma doucement la porte. Puis, elle retourna dans le couloir. Aussi silencieusement que possible, elle s'approcha de la porte du salon. Sa belle-mère chuchotait au téléphone. « Oui, oui, Monique, tout est exact. J'ai copié le relevé bancaire, je l'ai entre les mains. Passe me voir demain, on va examiner ça. » Non, elle n'en sait rien. Absolument rien. Mon fils va s'occuper d'elle. Et au pire, on a d'autres moyens d'agir. Nathalie s'éloigna de la porte, et s'assit sur le petit pouf, dans l'entrée. Son cœur battait à tout rompre, si fort qu'on aurait pu l'entendre à travers son pull. On a d'autres moyens. Ces mots la visaient directement. Ils visaient Sophie, et l'argent de son père. Elle ne savait pas encore le cauchemar qui allait commencer dans 15 heures, ni à quelle vitesse tout allait basculer. Le soir venu, Julien se montra inhabituellement affectueux. Il fit la vaisselle de lui-même, un effort qu'il n'avait pas fait depuis au moins 2 ans. Il apporta un plaid à Nathalie, lui demanda si elle n'avait pas mal au dos, et lui servit une tasse de thé, qu'il posa délicatement à côté de l'ordinateur portable, sur lequel elle corrigeait un article. « Nathalie, écoute. Pardonne à ma mère. Elle s'ennuie beaucoup depuis qu'elle est à la retraite. Elle s'imagine tout un tas de choses. » « Quel genre de choses, exactement, Julien ? » « Eh bien, tu sais. Ces histoires d'argent, de comptes cachés. Elle regarde beaucoup trop de séries télévisées. » « Et le relevé de compte ? » Julien força un sourire. Quel relevé ? Il n'y avait aucun relevé. C'était juste un ticket de caisse de la pharmacie, je l'ai bien vu. Il avait menti avec un tel aplomb, que le cœur de Nathalie rata un battement l'espace d'une seconde. Et si elle avait vraiment mal entendu ? Mais elle repensa immédiatement à l'expression de son visage, au moment où sa mère avait fait irruption. Il n'était pas surpris. Il était terrifié. Ce qui était totalement différent. « Julien, va te coucher. »« Et toi ? » ?»« Je dois finir mon article. C'est pour demain matin, à la 1re heure. » Il resta là, hésitant quelques instants, puis se dirigea vers la chambre. 10 minutes plus tard, un ronflement s'en échappa. C'était un bruit beaucoup trop régulier, apparu bien trop rapidement. C'était le ronflement typique de quelqu'un qui fait semblant de dormir. Nathalie referma son ordinateur portable. Elle se leva sans faire de bruit, et s'approcha de la commode dans l'entrée, où elle rangeait les papiers importants. Tiroir du haut, pochette à élastique. La pochette était bien à sa place. Elle l'ouvrit. Le livret de famille et l'acte de naissance de Sophie, ils y étaient. L'acte de mariage, présent. Le numéro de sécurité sociale, présent. Mais son passeport, lui, avait disparu. Elle vérifia une 2e fois, fouillant frénétiquement. Ensuite, elle vida l'intégralité des papiers sur le sol. À genoux, elle tria chaque feuille avec soin. Le passeport s'était volatilisé. Nathalie s'assit à même le sol, le dos appuyé contre la commode. Elle respirait par la bouche, très lentement, pour éviter que sa belle-mère, qui dormait sur le canapé-lit du salon, ne l'entende. Son passeport. Sans son passeport, elle ne pouvait aller nulle part. Ni à la banque, ni chez un avocat, ni aux services sociaux. Sans son passeport, elle ne pourrait même pas récupérer Sophie à l'école maternelle, si la direction exigeait une pièce d'identité. Dans le salon, un ressort du lit de la belle-mère grinça. Puis le silence revint. Et un nouveau grincement se fit entendre. Nathalie ramassa rapidement les papiers, et les rangea à leur place. Elle se leva, retourna sur la pointe des pieds vers son ordinateur, s'assit, et ouvrit son application de messagerie. Elle chercha le contact de Laurence,
une amie d'enfance devenue avocate, qui travaillait dans le droit de la famille depuis 5 ans. Elle lui envoya un message court et direct: « Lolo, j'ai besoin de ton aide. C'est urgent et confidentiel. On se voit demain à 10h, au café de la gare. » Elle envoya le message, ferma l'application, et supprima immédiatement la conversation, par simple mesure de précaution. Lorsqu'elle leva les yeux, elle sursauta violemment. Dans l'encadrement sombre du couloir, se tenait sa belle-mère. Elle était en chemise de nuit, sans ses lunettes, ses cheveux gris détachés. Elle se tenait là, immobile, et l'observait en silence. « Tu n'arrives pas à dormir, ma chérie ?» Sa voix était mielleuse, aussi écœurante qu'un sirop périmé. « Je termine mon article, Béatrice. » « Écris, oui, écris bien. Mais tu sais ce qu'on dit, n'est-ce pas? Les journalistes finissent souvent mal. Un jour, ils se font renverser par une voiture. Le lendemain, leur maison prend feu. C'est un métier très stressant, fais bien attention à toi. » Sur ces mots, elle tourna les talons et disparut. Nathalie resta assise, complètement figée, pendant au moins 10 minutes. Ensuite, elle se leva sans faire de bruit, et alla dans la chambre de sa fille. Elle s'allongea à côté de Sophie, sans même se déshabiller. Elle serra contre elle le petit corps chaud, qui sentait bon la crème pour bébé. Elle resta là, allongée, fixant le plafond, où des étoiles phosphorescentes formaient vaguement la silhouette d'un ours tordu. Le lendemain matin, l'attitude de la belle-mère avait radicalement changé. Elle était devenue une toute autre personne. Elle avait préparé une pile de crêpes moelleuses, sorti des pots de confiture, et fait infuser du thé dans sa belle théière en porcelaine, une théière qu'elle ne sortait habituellement que pour les grandes occasions. Lorsque Nathalie entra dans la cuisine, Béatrice se leva pour l'accueillir. Elle lui mit les mains sur les épaules, et lui déposa un baiser sur la joue. Elle dégageait une forte odeur de calmant, mélangée à un parfum beaucoup trop sucré. « Bonjour, ma petite Nathalie. Je t'ai préparé des crêpes, exactement comme tu les aimes, avec du fromage blanc. » Nathalie resta pétrifiée. En 7 ans de mariage, jamais sa belle-mère ne l'avait appelée « ma petite Nathalie ». Pas une seule fois. Jamais. « Merci beaucoup, Béatrice. »« Oh, arrête avec tes manières, appelle-moi maman, enfin. Nous sommes de la même famille. » Julien était assis juste à côté, vêtu de son peignoir. Il touillait lentement le sucre dans sa tasse, sans jamais lever les yeux. Sophie déboula dans la cuisine, encore en pyjama, et se jeta dans les bras de sa grand-mère. « Mamie, tu as fait des crêpes. Pour toi, ma joie de vivre, tu auras la toute première. Viens par ici, assieds-toi sur mes genoux. » La belle-mère souleva la petite fille, l'installa confortablement, et commença à tartiner une crêpe de crème fraîche. Nathalie observait la scène, en comprenant parfaitement ce qui se jouait. C'était le deuxième acte de la pièce. Le premier avait été les hurlements, le second était recouvert de miel. Elle ignorait ce que serait le troisième, mais elle s'en faisait déjà une bonne idée. « Sophie, appelait-elle doucement, finis ton assiette, on va se préparer pour aller à l'école. » « Il n'y a pas besoin d'aller à l'école aujourd'hui, » intervint la belle-mère d'une voix suave. « Laisse-la rester avec moi. Je vais l'emmener au parc, pour faire un peu de balançoire. Tu vas bien à la rédaction de ton journal, n'est-ce pas? » « Oui, à la rédaction. »« C'est parfait, alors. Je vais m'occuper de nourrir Sophie, je la promènerai, et je préparerai le dîner. Comme ça, tu pourras te reposer. Tu as une mine affreuse, ma pauvre. » Nathalie acquiesça silencieusement, déposa sa tasse dans l'évier, et partit s'habiller. Dans le couloir, alors qu'elle enfilait ses bottes, Julien s'approcha d'elle. Il s'accroupit à ses côtés, tel un petit garçon craintif. « Nathalie, écoute-moi bien. Ma mère agit bizarrement, je le sais, mais ne sois pas en colère contre elle, d'accord? Elle t'aime à sa manière, mais elle t'aime vraiment. Julien, rends-moi mon passeport. » « Quoi? Le passeport qui était dans le tiroir? Où est-il? Je n'ai absolument pas touché à ton passeport. Pourquoi ferais-je une chose pareille?
Julien. Nathalie, tu te comportes comme une enfant. Tu l'as sûrement rangé quelque part sans t'en rendre compte. Cherche bien dans ton sac à main. Il se redressa, et retourna promptement dans la cuisine. Nathalie fixa son dos qui s'éloignait, et comprit, avec une lucidité glaçante, qu'il n'y avait plus rien entre eux. Plus rien du tout. Tout s'était définitivement brisé cette nuit, à la seconde même où sa belle-mère, debout dans l'encadrement de la porte, avait évoqué l'accident de voiture et l'incendie. À l'intérieur du petit café près de la gare, flottait une odeur chaleureuse de pain frais, mêlée à un parfum âcre de café brûlé. Laurence était déjà là. Assise à une table dans le coin, enveloppée dans un manteau noir élégant, elle avait relevé ses cheveux en un chignon faussement négligé. 2 tasses d'espresso fumaient devant elle. Raconte-moi tout. Reprenant depuis le début, Nathalie lui décrivit tout en détail. Elle raconta l'histoire du relevé bancaire, les 6 millions, la disparition de son passeport, la conversation téléphonique nocturne de sa belle-mère, les crêpes au réveil, et enfin, la menace chuchotée, on a d'autres moyens. Laurence écoutait attentivement. Elle hochait la tête, concentrée, sans prendre la moindre note. Nathalie, te souviens-tu de ce que je t'avais conseillé au moment du décès de ton père ? Je t'avais dit de sécuriser cet argent sur un compte séparé. Et comment as-tu procédé exactement ? J'ai fait exactement comme tu me l'as suggéré. J'ai ouvert un compte à affectation spéciale, assorti de conditions strictes. Et voilà. Un sourire triomphant illumina enfin le visage de Laurence. Écoute-moi très attentivement, maintenant. L'argent que tu as placé, ce ne sont pas de simples économies sur un livret classique. C'est un compte soumis à un régime juridique très particulier, que nous avions ouvert ensemble à la banque, avec l'aide de Fabien, le directeur d'agence. Tu te souviens de lui ? Ce compte est verrouillé. Il est totalement impossible de retirer cet argent avec une procuration ordinaire. Il est impossible d'effectuer le moindre virement, sans ton authentification biométrique. Et on ne peut pas le clôturer, sans ta présence physique et obligatoire. La moindre tentative d'utiliser des documents frauduleux déclenche une alerte immédiate et est enregistrée automatiquement par le service de sécurité de la banque. Ce qui veut dire qu'en ce moment même, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Ils l'ignorent complètement, et surtout, tu ne dois pas les prévenir. Nathalie expira longuement. L'air s'échappait de ses poumons, aussi lentement et bruyamment qu'un ballon de baudruche percé. Laurence, ils m'ont volé mon passeport. C'est une excellente nouvelle. En quoi est-ce une bonne nouvelle ? C'est une excellente nouvelle, car cela prouve qu'ils ont la ferme intention de s'en servir. Cela signifie qu'ils iront en personne à la banque, et donc, que nous les y attendrons de pied ferme. Laurence se pencha par-dessus la petite table. Écoute bien mon plan. Tu vas rentrer chez toi, tout de suite. Tu dois te comporter comme une femme vaincue. Tu pleures, tu te montres docile, et tu acceptes tout ce qu'ils te diront. Absolument tout ce qu'ils te proposeront, tu l'acceptes sans broncher. Tu as bien compris ? J'ai compris. Enregistre absolument tout. Tu glisses ton téléphone dans la poche de ton gilet, avec le dictaphone activé. J'ai un excellent contact dans ton agence bancaire, je vais l'appeler à l'instant. Lorsqu'ils se pointeront avec ton passeport volé et leur fausse procuration, et crois-moi, ils le feront, je te le garantis, ils recevront un accueil auquel ils ne s'attendent pas du tout. Et que fait-on pour Sophie ? Laurence marqua une courte pause, l'air grave, ne laisse surtout pas Sophie seule avec eux aujourd'hui. Invente une excuse, n'importe laquelle. Va la chercher au parc, trouve un prétexte valable, et emmène-la chez ma mère, à la campagne, pour quelques jours. Nathalie opina du chef. Elle avala son café devenu froid d'un seul trait, et se leva dignement. Laurence, merci du fond du cœur. Garde tes remerciements pour la fin, quand tout sera terminé. Lorsque Nathalie rentra chez elle, une paire de chaussures pour homme, qui n'appartenait manifestement pas à Julien, trônait déjà dans l'entrée. C'étaient des souliers en cuir, visiblement très coûteux, avec des bouts pointus. Des voix étouffées provenaient du salon.
À l'intérieur, se trouvaient Béatrice, Julien, ainsi qu'un homme d'âge mûr, totalement inconnu, vêtu d'un costume gris austère. Devant eux, étalée sur la petite table basse, se trouvait une pile impressionnante de documents. Beaucoup de documents. Ah, voici notre chère Nathalie, chanta joyeusement sa belle-mère, en apercevant sa belle-fille dans l'encadrement de la porte. Entre, je t'en prie. Viens t'asseoir, nous sommes en pleine discussion familiale. Bonjour, répondit sobrement Nathalie, en hochant la tête. Je te présente Monsieur Vincent, notre conseiller juridique familial. Enchanté, monsieur. Monsieur Vincent se leva à demi, et lui tendit une main molle et moite. Il avait le regard terne et vitreux d'un poisson mort. Je vous invite à vous asseoir, madame. Nous avons un sujet très délicat à aborder. Nathalie prit place dans le fauteuil. Elle posa son sac à main sur le sol, tout contre sa jambe, en s'assurant que le dictaphone était bien en train d'enregistrer. C'est sa belle-mère qui prit la parole en premier. Ma petite Nathalie, tu sais, Julien et moi avons longuement réfléchi, et nous avons pris conseil auprès de Monsieur Vincent. Tu comprends bien qu'entre toi et Julien, depuis un certain temps, les choses ne tournent plus très rond. Vous vous disputez sans cesse. Tu es constamment fatigué, et lui aussi. La petite Sophie remarque tout ça. C'est très mauvais pour un enfant de grandir dans une telle atmosphère. Béatrice. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Nous te faisons une offre tout à fait à l'amiable. Vous allez divorcer calmement, sans faire le moindre scandale. Les biens matériels resteront en l'état actuel. L'appartement appartient à Julien, la voiture aussi. En échange, nous te verserons une indemnité compensatoire. Une somme modeste, bien sûr, mais c'est déjà ça. Quant à la petite Sophie, elle viendra vivre chez moi, à titre temporaire. Juste le temps que tu te remettes sur pied, et que tu trouves un logement décent. Nathalie hochait docilement la tête. Elle gardait les yeux baissés vers le sol. Ses épaules étaient affaissées, lui donnant l'allure d'une femme totalement brisée. Mais à l'intérieur de son esprit, son cerveau fonctionnait avec une rapidité et une froideur clinique. Et pourquoi Sophie devrait-elle vivre avec vous, plutôt qu'avec moi? Allons, Nathalie, sois raisonnable. Tu travailles à la rédaction jusqu'à des heures indues. Tu n'auras qu'un logement temporaire, une simple location, et tu n'as pas d'argent. Moi, j'ai un grand appartement, et ma retraite. Je suis à la maison toute la journée. Sophie sera très heureuse avec moi. Tu pourras venir la voir, bien évidemment, tous les week-ends. Les week-ends. Oui, dans un premier temps. Et ensuite, nous verrons bien comment la situation évolue. Julien restait muet. Assis dans son coin, il fixait obstinément le sol. À une seule reprise, il leva les yeux. Il croisa le regard de sa femme, puis baissa la tête presque instantanément, lâchement. Veuillez signer juste ici, s'il vous plaît, intervint Monsieur Vincent, en faisant glisser une feuille vers elle. Il s'agit d'un accord préliminaire. C'est une étape absolument indispensable. Nathalie prit le document entre ses mains. C'était une déclaration solennelle stipulant qu'elle renonçait à toute revendication sur les biens matrimoniaux et qu'elle consentait à confier la garde temporaire de l'enfant à la grand-mère. Tout en bas de la page, dans la case réservée à la signature, sa propre signature y figurait déjà. Une imitation parfaite, vraisemblablement copiée à partir de son passeport. Ce même passeport qui avait mystérieusement disparu la nuit précédente. Avec une lenteur calculée, elle reposa délicatement la feuille sur la table. Béatrice, avez-vous la moindre idée de ce que représente ce document? C'est un accord à l'amiable, ma chérie. C'est vraiment la meilleure solution pour toi. C'est un faux. Une falsification grossière. Un silence de mort s'abattit soudainement sur la pièce. Julien redressa brusquement la tête. Monsieur Vincent se mit à tousser, visiblement gêné. Madame, je vous en prie. Pourquoi utiliser des mots aussi durs? Ma signature figure sur ce papier, alors que je n'ai jamais rien signé. C'est un délit pénal, passible d'emprisonnement.
Sa belle-mère bondit de son siège, comme piquée par une guêpe. « Mais tu as complètement perdu la tête. De quel délit pénal tu parles? Je te fais une proposition généreuse, et toi, tu oses. Et je vais y réfléchir. » Sérieusement, Béatrice. Que vas-tu réfléchir? Je vais y réfléchir jusqu'à demain. Nathalie se leva majestueusement. D'un geste calme et maîtrisé, elle lissa les plis de son pull. « Je vous donnerai ma réponse demain. » Elle quitta la pièce, la tête haute. Julien fit un mouvement instinctif pour la suivre. Mais sa mère l'agrippa fermement par la manche. « Reste assis. Laisse-la faire sa petite crise. Elle va ruminer ça toute la nuit, et demain matin, elle signera sans faire d'histoire. Où veux-tu qu'elle aille? Elle n'a ni argent, ni logement, et elle est sans passeport. » Les mots « sans passeport » avaient été prononcés presque dans un souffle. Mais Nathalie les avait parfaitement entendus. Et le petit dictaphone numérique, dissimulé dans son sac à main contre le pied du fauteuil, les avait enregistrés avec une clarté absolue. Ce jour-là, Nathalie alla chercher Sophie à l'école maternelle avec une heure d'avance. Elle expliqua à la maîtresse que la petite avait de la fièvre, et qu'elle devait l'emmener d'urgence chez le médecin. L'institutrice posa délicatement sa main sur le front de Sophie. La peau de l'enfant était fraîche, mais Nathalie était déjà en train de boutonner frénétiquement le manteau de sa fille. Et il y avait une lueur si féroce dans son regard, que l'institutrice n'osa pas poser la moindre question. « Maman, où est-ce qu'on va? » « On va chez Tata Laurence, tu te souviens d'elle? Sa maman habite une grande maison à la campagne. On va y passer 2 jours, ça sera comme un petit voyage toutes les 2. Est-ce que papa vient avec nous? Papa a beaucoup de travail. Et mamie Béatrice? Mamie Béatrice est très occupée, elle aussi. Sophie accepta l'explication sans broncher. À vrai dire, elle n'aimait pas beaucoup sa mamie Béatrice. Cette dernière lui pinçait toujours douloureusement les joues, et la forçait régulièrement à terminer des bols de bouillie de semoule, pleins de grumeaux dégoûtants. Laurence les attendait sur le parking du supermarché. Elle les fit monter dans son véhicule, et conduisit directement vers la maison de campagne de sa mère. Bercée par le trajet, la petite Sophie s'endormit profondément. « Laurence, ils ont déjà franchi la ligne. Ils ont falsifié ma signature sur la déclaration. Tu as le document sur toi? Fais voir. » Je ne l'ai pas pris. Cela aurait immédiatement éveillé leurs soupçons. C'est très bien joué. Ils l'apporteront eux-mêmes à la banque. Demain matin, je t'accompagne. Mais s'ils refusaient de m'emmener avec eux? Ils n'auront pas le choix. Sans ta présence, ils ne pourront même pas s'approcher du guichet. Dans leur petit plan parfait, tu dois obligatoirement être à leur côté. Tu es censé sourire bêtement, et hocher la tête pour valider leur dire. Il n'y a aucune autre façon de procéder. Sans toi, en chair et en os, on n'ouvre rien, on ne ferme rien, on ne transfère pas le moindre centime. Et vu la tournure des événements, ils ont manifestement dû s'en rendre compte, sinon ils y seraient allés sans toi. Nathalie contemplait tendrement sa fille endormie. La joue de l'enfant était écrasée contre la vitre, et son souffle régulier déposait une fine couche de buée sur le verre froid. « Laurence, et si jamais quelque chose déraillait demain? » « Rien ne déraillera, fais-moi confiance. » « Mais, et si jamais? » Laurence resserra sa poigne sur le volant. « Dans ce cas-là, j'ai prévu un plan de secours. Mais je te préviens, il ne te plaira pas du tout. Alors, contentons-nous de faire en sorte que le plan A fonctionne. » Lorsqu'elle rentra à l'appartement, seule cette fois-ci, l'horloge affichait presque 21 heures. Sa belle-mère l'attendait de pied ferme dans l'entrée. Les mains posées sur les hanches, le visage empourpré de colère. « Où est passé l'enfant? » « Elle va passer quelques jours chez une amie à moi. »« Quelle amie? De quelle amie parles-tu? Tu n'as absolument pas le droit de faire ça. Je suis sa grand-mère. J'ai tous les droits sur elle. Julien. Julien, viens immédiatement ici. Tu entends ce que ta femme est en train de faire? » Julien sortit de la pièce. Il avait l'air à moitié endormi,
vêtue d'un vieux pantalon de survêtement, une tasse de thé à la main. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle a emmené la petite Sophie chez une parfaite inconnue. Nathalie, franchement, pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est mon choix. Je suis sa mère. Elle s'ennuyait. Elle avait besoin de changer d'air, voilà tout, lâcha Julien en haussant les épaules. Maman, pourquoi tu en fais toute une histoire? Elle la ramènera demain. Demain, demain. La belle-mère porta théâtralement la main à sa poitrine. Vous allez finir par me donner une crise cardiaque avec vos bêtises. Elle tourna les talons, et alla s'enfermer dans le salon, en claquant violemment la porte derrière elle. Une minute plus tard, le son de sa voix étouffée parvint à travers la cloison. Elle chuchotait au téléphone. Monique. Monique, écoute-moi. Elle a emmené la petite. Non, je n'ai aucune idée d'où elle se trouve. Comment ça, on verra ça plus tard? Et si jamais elle allait se plaindre aux services sociaux? Demain. Oui, d'accord, demain. Entendu. À 11 heures précises, à la banque. À 11 heures, à la banque. Nathalie, adossée contre la porte d'entrée, laissa échapper un sourire. C'était la première fois qu'elle souriait depuis 48 heures. Un sourire certes tordu, épuisé, mais un sourire sincère malgré tout. Plus tard dans la nuit, Julien pénétra furtivement dans la chambre de sa femme. Puisque Sophie n'était plus là, Nathalie occupait désormais l'intégralité du grand lit double. Dans l'obscurité, il vint s'asseoir prudemment sur le bord du matelas. Nathalie. Elle ne prononça pas un mot, et feignit d'être profondément endormie. Nathalie, arrête, je sais très bien que tu ne dors pas. Un silence pesant lui répondit. Écoute, je comprends parfaitement que tu sois en colère. Mais ma mère veut seulement notre bien, je t'assure. C'est la vérité. C'est juste que... Elle s'inquiète beaucoup pour moi, et pour Sophie. Tu connais son caractère, après tout. Le silence persista dans la chambre plongée dans le noir. Demain, nous irons calmement à la banque. Nous allons remettre les papiers en ordre, et cette histoire sera définitivement close. Nous pourrons enfin prendre un nouveau départ. Je te le jure, je t'aime vraiment, Nathalie. Dans la pénombre, Nathalie ouvrit enfin les yeux, et fixa la silhouette sombre de son mari. Julien, de quelle banque parles-tu? Et que devons-nous remettre en ordre, exactement? Il se figea instantanément. Il venait de réaliser, avec effroi, qu'il en avait beaucoup trop dit. Eh bien. Je parle du compte joint, celui que tu as. Pour qu'il soit à nos deux noms. Après tout, nous sommes mariés, nous formons une famille. L'argent qui se trouve sur ce compte, c'est l'héritage que m'a laissé mon père après son décès. Et alors? Ça ne change rien. Nous sommes une famille. Ce sont des fonds familiaux. Julien, cet argent m'a été confié par mon père pour protéger l'avenir de Sophie, au cas où il m'arriverait malheur. Mais c'est exactement pour cette raison. Julien venait de trouver la faille, et retrouva soudainement son assurance. C'est pour cela que, s'il devait arriver quoi que ce soit, cet argent doit rester entre nos mains, et ne pas être bloqué je ne sais où. Ma mère, ou moi. Nous devons y avoir accès immédiatement, pour subvenir aux besoins de Sophie. Nathalie le regarda longuement, sans ciller. Dans l'obscurité, elle distinguait à peine les traits de son visage. Seul le reflet de ses yeux brillait dans le noir. Julien, sors de ma chambre. Nathalie. Sors de cette pièce, je t'en prie. Il hésita encore une seconde, puis finit par se lever. Il quitta la chambre, en prenant soin de refermer la porte sans faire de bruit. Nathalie resta allongée sur le dos, et se mit à compter les fissures au plafond. Elle ne pouvait pas les voir, mais elle les connaissait par cœur. Le lendemain matin, elle irait à la banque. À 11 heures précises. Dès le réveil, Béatrice s'était habillée sur son 31, comme si elle se rendait à une cérémonie de mariage. Elle portait un élégant tailleur bordeaux, une jupe crayon parfaitement coupée, et une lourde chaîne en or avec une croix sur son chemisier.
Ses cheveux étaient figés par une épaisse couche de laque. Julien, quant à lui, avait enfilé la même chemise grise délavée qu'il portait lors de son entretien d'embauche, 7 ans plus tôt. Monsieur Vincent, leur fameux conseiller familial, les attendait déjà devant l'immeuble, confortablement installé dans sa grosse berline noire. Ma petite Nathalie, l'essentiel c'est de ne surtout pas te braquer, susurra sa belle-mère pendant le trajet. Nous allons tout expliquer calmement, tu n'auras qu'à signer quelques papiers, et le tour sera joué. Ensuite, tu pourras retourner travailler tranquillement à la rédaction. Et t'occuper de tes petits articles. Confie-nous simplement la gestion de cet argent. Nous allons l'administrer en bon père de famille. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Tu es une fille très raisonnable. Je l'avais d'ailleurs dit à Julien, elle est intelligente, elle finira par comprendre. Le principal, c'est de régler tout cela sans faire de vagues. Nathalie regardait fixement par la vitre de la voiture. Le paysage urbain défilait lentement sous ses yeux, des immeubles grisâtres, des rues rendues humides par la pluie, des publicités pour des pizzas. Dans son sac à main, le petit dictaphone noir continuait d'enregistrer la conversation, juste à côté de son passeport. Son véritable passeport. Ni une copie falsifiée, ni le document prétendument perdu. La veille, grâce à son réseau de connaissances, Laurence avait réussi à lui faire délivrer un duplicata officiel en moins d'1 heure. L'ancien passeport se trouvait quant à lui, bien au chaud, dans le portefeuille de sa belle-mère. Mais pour l'instant, cette dernière l'ignorait totalement. Dites-moi, Béatrice, pourquoi sommes-nous allés consulter ce juriste hier soir, si nous devions de toute façon nous rendre à la banque ce matin? C'est la procédure légale, ma chérie. Cet argent, c'est le tien. Tu dois nous le transférer de ton propre plein gré. Nous t'avons simplement offert un accompagnement juridique pour faciliter les démarches. Monsieur Vincent est un homme extrêmement compétent, il a aidé beaucoup de gens. Mais est-il vraiment avocat? À cette question, la belle-mère parut légèrement déstabilisée, c'est un grand spécialiste dans son domaine. Il est très réputé dans tout le quartier. Je vois. À l'intérieur de l'agence bancaire, l'air était frais, et les locaux sentaient le lino fraîchement posé. Il n'y avait presque pas de clients, c'était une matinée calme en pleine semaine. Béatrice se dirigea d'un pas décidé vers le comptoir d'accueil. Mademoiselle, nous souhaitons rencontrer un conseiller financier. Ma belle-fille, que voici, m'accompagne. L'hôtesse d'accueil lui adressa un sourire professionnel, je vous en prie, madame. Dirigez-vous vers le guichet numéro 4. Le petit groupe prit place dans les sièges disposés face au guichet. Derrière la vitre, une jeune femme portant une chemise aux couleurs de la banque arborait un badge au nom d'Anne. Anne leur sourit, jeta un coup d'œil à son écran d'ordinateur. Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, s'empressa de répondre la belle-mère, coupant l'herbe sous le pied de tout le monde. Ma belle-fille ici présente souhaite procéder à un changement de titularité sur son compte. Elle désire clôturer le sien, pour ouvrir un compte joint. Avec moi. Voici tous les documents nécessaires. Monsieur Vincent fit glisser une épaisse liasse de papier dans la fente du guichet. Posé sur le dessus de la pile, se trouvait le passeport de Nathalie. L'ancien passeport, celui-là même qui lui avait été subtilisé en pleine nuit. Anne récupéra le dossier, et commença à l'examiner. Elle resta silencieuse pendant un long moment, une attente anormalement longue pour une simple vérification de routine. Son regard fit un va-et-vient entre son écran d'ordinateur, les documents étalés devant elle, et le visage de Nathalie. Ses yeux s'attardèrent sur Nathalie une fraction de seconde de trop. « Veuillez m'excuser un instant, je dois faire appel au directeur d'agence. » Pourquoi faire appel au directeur? S'alarma instantanément la belle-mère, soudain méfiante. C'est une simple formalité réglementaire, madame. Pour toute opération liée à un compte sous régime spécifique, la présence de notre directeur est obligatoire. Quel régime spécifique? La belle-mère se tourna brusquement vers Nathalie. De quel régime spécial parle-t-elle? Nathalie haussa innocemment les épaules, je n'en ai pas la moindre idée, Béatrice.
Je ne me souviens même plus de la procédure d'ouverture. C'est mon père qui m'avait accompagné ce jour-là, et c'est lui qui s'était occupé de toute la paperasse. Monsieur Vincent commença à s'agiter nerveusement sur sa chaise. Au même moment, la porte réservée au personnel s'ouvrit. Un homme de grande taille, portant des lunettes de vue et tenant un dossier à la main, fit son apparition. Il s'approcha du guichet, murmura quelques mots à l'oreille d'Anne, puis posa un regard pénétrant sur le petit groupe. « Bonjour à tous. Je me nomme Fabien, et je suis le directeur de cette agence. Le dossier que vous nous soumettez présente quelques particularités techniques. Je vous invite à me suivre dans la salle de réunion. » Béatrice retrouva instantanément son sourire éclatant. « Bien évidemment, monsieur le directeur. Nous faisons les choses dans les règles de l'art, vous savez. Nous sommes même venus accompagnés de notre propre conseiller juridique. » C'est parfait. Je vous en prie, suivez-moi. La salle de réunion était étroite, avec une simple table entourée de 4 chaises. Tout le monde prit place. Fabien s'installa face à eux, et ouvrit solennellement son dossier. Bien. Le compte en question a été ouvert au nom de Madame Nathalie il y a 1 an et demi. Il est soumis à une série de conditions restrictives très strictes, établies lors de la signature du contrat. Je me permets de vous poser la question, Madame Nathalie. Vous souvenez-vous exactement de ces clauses ? Nathalie fixa silencieusement sa belle-mère. La belle-mère fixait intensément le directeur d'agence. Julien regardait le bord de la table. Quant à Monsieur Vincent, ses yeux scrutaient avec insistance la poignée de la porte de sortie. J'avoue que mes souvenirs sont assez vagues, répondit calmement Nathalie. Pourriez-vous me rafraîchir la mémoire ? C'est mon devoir de le faire. Fabien tourna délicatement une page de son dossier. Ce compte a été créé avec une clause stricte de disposition personnelle et exclusive. Cela signifie qu'absolument aucune opération financière, qu'il s'agisse d'un virement, d'une clôture, ou d'un transfert de titularité, ne peut être effectuée sans la présence physique et obligatoire de la titulaire, et requiert une validation biométrique. Les procurations, qu'elles soient simples ou notariales, n'ont aucune validité pour ce compte. C'est le premier point. La belle-mère battit frénétiquement des paupières, abasourdie. Comment ça, elles n'ont aucune validité ? C'est une clause irrévocable du contrat, madame. Deuxièmement, les conditions stipulent clairement que, même en cas de clôture, les fonds ne peuvent être retirés sous forme de liquidité. Ils doivent impérativement être placés sous tutelle, au bénéfice exclusif de la fille mineure de la titulaire, la jeune Sophie. À défaut, ils resteront bloqués sur ce même compte, jusqu'à sa majorité légale. C'est absurde, c'est forcément une erreur. Béatrice se leva à demi de sa chaise. Julien, mais qu'est-ce qu'il raconte ? D'une voix posée, Fabien reprit son explication. Troisièmement, toutes les tentatives d'opération sur ce compte sont automatiquement enregistrées par le service de sécurité de la banque, y compris les tentatives d'utilisation de procuration frauduleuse, ou l'usage de faux documents d'identité. Il marqua une pause. À l'instant même où je vous parle, j'ai devant les yeux une demande officielle, déposée par l'homme qui vous accompagne. Il fit un signe de tête vers Monsieur Vincent, visant à effectuer un transfert de titularité. À cette demande, est annexée une procuration au nom de Madame Nathalie, donnant tout pouvoir à Madame. Il vérifia son document. À Madame Béatrice. Cette procuration n'est pas certifiée par un notaire. De plus, la signature apposée au bas de ce document ne correspond en rien à la signature de la titulaire enregistrée dans notre base de données. Et cela, mesdames et messieurs, c'est un deuxième problème. Quel deuxième problème, couina la belle-mère. Le deuxième problème est visé par le Code pénal, article 292, paragraphe 1. Faux et usage de faux en écriture. En ma qualité de directeur, la loi m'oblige à signaler immédiatement cette tentative de fraude, et à transmettre l'intégralité de ce dossier aux autorités. Un silence glacial, lourd et oppressant, envahit la petite pièce. La belle-mère restait figée sur sa chaise, la bouche grande ouverte. Julien, recroquevillé, fixait le sol, avec la même expression terrorisée qu'il arborait enfant,
lorsque son père le grondait. Soudain, Monsieur Vincent se leva d'un bond. Je dois m'absenter un court instant, pour déplacer mon véhicule. Je vous conseille de rester assis, rétorqua Fabien, d'une voix suave mais tranchante. Pour le moment. Ce n'est pas une simple requête, mais une consigne de sécurité stricte appliquée lors de la constatation d'un incident. Monsieur Vincent, vaincu, se laissa retomber sur sa chaise. Sous le regard médusé de l'assemblée, Nathalie sortit son téléphone de son sac. À l'écran, l'application du dictaphone affichait des enregistrements classés par heure. La conversation de la veille dans le salon de sa belle-mère. Les menaces liées aux faux documents. Les messes basses de la matinée dans le couloir. La dispute nocturne avec Julien concernant l'argent de la famille. La voix de sa belle-mère crachant, sans son passeport, elle ne pourra rien faire. Puis celle de l'escroc, veuillez signer juste ici. Monsieur le directeur, j'aimerais verser une pièce supplémentaire à ce dossier. Des enregistrements audio. M'autorisez-vous à les joindre? Avec le plus grand plaisir. Béatrice bondit de sa chaise, la repoussant violemment en arrière. Son visage prit une teinte cadavérique, marbrée de plaques violacées. Espèce de misérable garce. Julien, tu entends ça? Elle nous a enregistrés. Pendant tout ce temps, elle nous espionnait. Maman, calme-toi. Comment ça, calme-toi, idiot? Elle nous a tendu un piège magistral. Elle était au courant depuis le tout début. Depuis le premier jour. Je t'avais pourtant dit de ne pas épouser cette moins que rien, cette petite gratte-papier. M'as-tu écouté une seule fois dans ta vie? Maman, ça suffit, on est filmé. Je m'en contrefiche de leur caméra. Folle de rage, la belle-mère se précipita vers Nathalie, le bras levé. Toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Avec agilité, Fabien se leva, et s'interposa fermement entre les deux femmes. Madame, je vous ordonne de regagner votre place, sinon j'appelle immédiatement la sécurité. Je m'en moque de votre sécurité. C'est mon fils. Cet argent devrait lui revenir. C'est son argent, pas à elle. Mais pour qui se prend elle, à la fin? Elle s'est incrustée bien au chaud, elle a pondu une gamine, et maintenant, elle ose lever le nez. Béatrice, la voix de Nathalie était douce, atrocement lente, et d'une froideur clinique. L'argent qui se trouve sur ce compte bancaire, c'est le fruit du travail de mon père. Il a usé sa santé à l'usine pendant 34 ans. Il a économisé pour moi, et pour l'avenir de ma fille. Cet argent n'appartient en aucun cas à Julien. Et il vous appartient encore moins, à vous. Ce n'est pas un argent familial, c'est l'argent de ma propre famille. De ma famille, vous comprenez? Honteux. La belle-mère suffoquait de rage. Que le diable t'emporte. Arrêtez, Béatrice. Ne dites rien de plus. Les caméras enregistrent tout, comme votre fils l'a si justement fait remarquer. Julien leva lentement la tête. Ses yeux reflétaient une lassitude immense, le genre d'épuisement profond que l'on ne trouve que chez ceux qui ont creusé leur propre tombe, avant de s'y jeter eux-mêmes. Nathalie, pardonne-moi. Julien, va au diable. Ces mots franchirent ses lèvres pour la toute première fois en 7 ans de mariage. Simplement, sans aucun drame, avec la même banalité que si elle lui demandait de lui passer le sel à table. Soudain, la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Laurence fit son entrée, vêtue de son élégant manteau noir, un épais dossier sous le bras. Veuillez excuser mon retard. Maître Laurence, avocate de Madame Nathalie. Je représente ses intérêts légaux. Monsieur le directeur, m'autorisez-vous à me joindre à vous? Je vous en prie. Je vous remercie. Laurence s'assit avec prestance à côté de Nathalie. Si je comprends bien, nous sommes en train de dresser un procès-verbal d'infraction. J'ai apporté avec moi les copies certifiées conformes du contrat d'ouverture de compte. Ainsi qu'une copie du véritable passeport de ma cliente. Oui, oui. Béatrice, celui que vous avez dans votre sac n'est qu'une vulgaire relique.
C'est certes l'original, mais dépourvu de tout droit d'utilisation légal. J'ai également d'autres pièces matérielles à verser au dossier. Je vous remets l'inventaire. La belle-mère se laissa tomber sur sa chaise, muette. Son visage s'était couvert de taches rouges disgracieuses. Monsieur le directeur, poursuivit maître Laurence. Je vous demande expressément de consigner le vol du passeport de ma cliente, perpétré à son propre domicile par une personne y résidant conjointement. Nous possédons un enregistrement vocal où l'auteur des faits avoue le vol. Je vous demande également d'acter formellement la fabrication d'une procuration frauduleuse, ainsi que la tentative d'utilisation illicite au sein de votre banque. C'est noté, et scrupuleusement enregistré, confirma le directeur. Ce sont des actes criminels, précisa l'avocate, en plantant son regard dans celui de la belle-mère. La vieille femme ne répliqua pas. Le regard vide, elle fixait la table. Quelque chose en elle venait de se briser. L'effondrement n'était pas total, ni immédiat, mais la fêlure était visible. Béatrice, murmura Nathalie, en se penchant légèrement vers elle. Je ne déposerai pas plainte à la police. La belle-mère releva les yeux. Une minuscule lueur d'espoir brillait dans son regard, un espoir misérable et pathétique, semblable à celui d'une voleuse prise la main dans le sac. Je m'en abstiendrai, parce que vous êtes la mère de mon mari, et la grand-mère de ma fille. Je ne veux pas que Sophie apprenne un jour que sa propre grand-mère a fini en prison. Cependant, c'est à une condition stricte. Laquelle, croassa la vieille femme d'une voix rauque. Vous allez disparaître de notre existence. De la mienne, de celle de Sophie, et de cet appartement. Vous ne nous appellerez plus, vous ne viendrez plus, et vous ne nous écrirez plus jamais. Et pour Julien ? Quant à Julien, il décidera par lui-même s'il est un mari adulte, ou s'il préfère rester sous la coupe de sa mère. Mais quelle que soit sa décision, il ne fait plus partie de ma vie. C'est terminé. La belle-mère resta murée dans un long silence qui s'étira pendant 2 bonnes minutes. Pendant ce temps, Fabien termina de rédiger un procès-verbal, qu'il fit signer à toutes les personnes présentes. Julien parapha le document machinalement, sans même le lire. Lorsqu'ils quittèrent l'agence bancaire, la ville était balayée par une pluie glaciale mêlée de neige fondue. Nathalie boutonna soigneusement son manteau, et jeta un coup d'œil derrière elle. Béatrice se tenait immobile sous l'auvent de l'immeuble. Elle fouillait frénétiquement dans son sac à la recherche d'une cigarette. Elle n'avait pourtant jamais fumé de sa vie, mais à cet instant, elle en cherchait étrangement une. Monsieur Vincent s'était déjà engouffré dans sa grosse berline noire, et mettait le contact. Julien se tenait près de sa mère, et observait le dos de Nathalie qui s'éloignait. « Nathalie, hurla-t-il. Nathalie, attends-moi. » Elle ne se retourna pas. De retour à l'appartement, Nathalie fit ses valises avec une rapidité mécanique. Ses vêtements, les affaires de Sophie, ses 2 livres d'histoire préférés, et le lapin en peluche sans lequel la petite ne pouvait s'endormir. Elle rangea ses papiers dans un porte-documents, qu'elle glissa dans son sac en bandoulière, et mit son ordinateur dans sa housse. Julien apparut dans la chambre 1 heure plus tard. Il s'assit lourdement sur le bord du matelas, répétant la même scène que la nuit précédente. À la différence près qu'aujourd'hui, son visage était d'une pâleur cadavérique, et ses yeux étaient totalement vides. Il n'y avait plus ni colère, ni pitié. « Nathalie, je t'en prie, reste. » Julien. Ma mère va partir vivre chez sa sœur, dans une autre ville. Je l'y conduirai moi-même, demain matin. Tu veux que je le fasse aujourd'hui ? Reste avec moi. Julien. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas, Julien. Ce que tu aimes, c'est ton propre confort. C'est confortable avec ta mère. C'est confortable avec moi. Et c'est tellement confortable avec l'argent de Sophie. Mais dès que la situation devient délicate, tu fuis, tu restes prostré à fixer le sol. Nathalie. Écarte-toi de mon chemin, Julien. Elle empoigna fermement ses 2 valises, enfila son sac à dos, et ajusta son sac sur son épaule. Sophie l'attendait à la campagne, chez Laurence. En bas de l'immeuble,
un chauffeur privé réservé par l'avocate l'attendait. Dans le salon, Béatrice trônait sur le canapé comme une momie, fixant l'écran éteint de la télévision. Nathalie passa devant elle sans ralentir. Sur le seuil de la porte, elle s'arrêta, et se retourna. Béatrice. La vieille femme tourna la tête avec une lenteur extrême. Son regard était vide. Ces 6 millions, c'est l'argent de mon père, qui est mort seul à l'hôpital. Seul, parce que vous me confisquiez tous mes week-ends pour retaper votre maison de campagne, et que je n'avais plus de quoi me payer un billet pour aller le voir. Puisque vous m'extorquiez chaque mois mes économies pour financer vos travaux. Je n'ai même pas pu lui tenir la main avant qu'il ne meure. Eh bien, ces 6 millions qui vous obsèdent tant, c'est la main de mon père que je n'ai pas tenue. Vous comprenez ? La belle-mère garda le silence. Parfait, dit froidement Nathalie. Adieu. Elle referma la porte derrière elle, et dévala les escaliers, sans un seul regard en arrière. Dehors, la pluie glaciale avait laissé place à une magnifique tempête de neige, avec de gros flocons qui tombaient lourdement. Le chauffeur ouvrit le coffre de la voiture, et y chargea les bagages. Nathalie prit place sur la banquette arrière, et regarda par la vitre. À la fenêtre du 4e étage, Julien se tenait là, regardant vers le bas. Elle ne lui fit aucun signe, et détourna simplement le regard droit devant elle. « Où allons-nous » demanda le chauffeur. « Allons. Rouler, tout simplement. » La voiture s'élança doucement. La neige tombait avec une régularité parfaite, sans vent. La ville défilait par la fenêtre, se perdant dans le lointain, humide, grise, et désormais étrangère. Glissée au fond de son sac, Nathalie conservait une petite photographie, Sophie et son grand-père. C'était son père à la maison de campagne, 2 mois avant sa mort. Sophie était assise sur ses genoux. Le vieil homme éclatait de rire. Il portait une barbe blanche, et sa chemise à carreaux rouges. Nathalie sortit la photo, la contempla, et murmura silencieusement, du bout des lèvres. « Papa. Je ne leur ai rien donné. Tu m'entends ? Je ne leur ai rien cédé. » Et elle rangea soigneusement la photo à sa place. Là, bien à l'abri, où reposait son passeport, son dictaphone, ainsi que les clés d'une nouvelle existence qu'elle allait devoir rebâtir. Une vie sans eux, sans lui, sans elle, loin des chuchotements derrière les portes closes, loin des hurlements dans une cuisine qui n'était plus la sienne, une vie avec sa fille Sophie, avec la mémoire chérie de son père, et avec sa propre voix, qui désormais n'appartenait qu'à elle seule.